messieurs, bonjour partout où vous nous suivez. Une fois de plus, je vous suis très reconnaissant de toutes les correspondances que vous n'arrêtez de nous adresser, surtout vos suggestions en matière thématique. Nous prenons cela en compte en tout cas. Le Congo, il faut le dire, comme un bon nombre des pays de la sous-région, travaille aujourd'hui pour le perfectionnement de sa démocratie au cœur de l'Afrique. Or, parler de démocratie implique la qualité des acteurs qui l'animent. Comme dirait Karl Marx, les hommes font l'histoire. Et à Rousseau de dire, l'homme est l'artisan de la démocratie. Au regard donc de ces principes universels que nous connaissons bien, nous sommes donc en droit de nous interroger aujourd'hui sur le type d'acteurs qui font vivre notre démocratie, c'est-à-dire celle congolaise. Ces acteurs répondent-ils réellement aux exigences et aux normes de la démocratie? Sinon, quel type d'homme faut-il pour faire avancer notre démocratie? Pour tenter cette entreprise aussi périleuse, je veux dire, j'ai reçu sur ce plateau M. Jean-Junel Otungu, à ma gauche. Il est politique et parti du centre. Et au milieu, j'ai M. Sidouane Giscard Madoulou, il est président de la JUPADES. Et enfin, j'ai reçu messieurs Constant Ebarapéa, qui est connu sur la place publique comme politologue. Bonjour, chers invités. Bonjour. Alors, je commencerai donc par souhaiter bonne arrivée sur ce plateau au patron de la JUPADES, M. Sidouane, qui m'a été réclamé, il faut vous le dire, par certains des téléspectateurs. Je pense que la jeunesse de l'UPADES ne participe pas assez à ce débat. Et merci donc une fois de prendre partie de ce débat. Monsieur Otungu, ça fait très longtemps qu'on s'est vu, qu'on a échangé. Alors, je pense que l'opinion congolaise a besoin de savoir de ce que vous pensez, puisque vous animez les débats. Quant à Ebarapéa, c'est l'homme de tous les moments. Alors, vous avez bien suivi cette intro, chers amis, et il faut dire que vous êtes politique en général. Alors, vous faites le même constat que nous, depuis la fin de la conférence nationale jusqu'à ce jour. Vous connaissez bien le fonctionnement de notre démocratie. C'est vrai, on dit que c'est un processus. Il faut du temps. Nous avons pris quelques temps. Est-ce qu'il n'est pas possible avec vous que nous puissions essayer de faire l'état des lieux de notre démocratie? Monsieur Otto. Merci, M. Okilas. C'est que la question est globale. Hein? Bien sûr. Merci, M. Okilas. Je tiens d'abord à vous dire encore merci, parce que depuis que vous êtes ici à DRTV, notamment avec votre émission Mag le Bazar, c'est ça? Oui, Mag le Bazar. C'est la première fois que vous m'invitez, plutôt. Faire le bilan de notre jeune démocratie, surtout en ce qui concerne ces acteurs. Non, nous devons d'abord repartir dans les années 90. Comment est-ce que notre pays est revenu sur la scène internationale en ce qui concerne le multipartisme? Parce que cette expérience, nous l'avions tentée en 1959. Je ne veux pas tâter là-dessus. Ça n'a pas marché. Après est arrivée la période du mono, la longue période du mono. Et quand dans les années 90, le grand vent qui est parti des pays de l'Est arrive chez nous en Afrique, nous, le Congo, n'a pas été épargné. Alors, est-ce que le virage que nous avons pris, je suis même tenté de vouloir dire, à 100 à l'heure, étions-nous prêts à aller vers la démocratie telle que nous l'avons fait en quelques mois? Parce que quand on filait la bonne, nous au Congo, je me souviens bien qu'à l'époque, c'est toujours M. Denis Sassou Nguesso qui était président de la République, avait voulu instaurer une démarche. Une démarche. Mais la pression a fait de sorte que nous sommes allés droit à la conférence nationale. Après la conférence nationale, est-ce que nous avons eu d'autres animateurs politiques selon que ceux qui étaient au MONU, donc au Parti congolais du travail? Et en ce moment-là, ce personnel politique avait-il changé de comportement, ou bien tout simplement ça a été comme un effet de mode où on a parlé de démocratie et tout ce monde nous avons vu à l'époque
nous étions encore des jeunes étudiants, on a vu des démissions en cascade. Les gens quittaient le Parti congolais du travail pour créer d'autres partis. Bon, c'est vous qui appelez petits partis, mais j'ai dit, ils ont quitté le Parti congolais du travail pour créer d'autres partis. Absolument. Mais en quittant le Parti congolais du travail, est-ce que les gens avaient changé leur mentalité? C'est là le problème. Est-ce qu'ils avaient acquis la démocratie, ou bien, comme je l'ai dit, c'était un effet de mode. Ouais. Je peux peut-être me tromper, mais je peux aisément dire que c'était un effet de mode. Et après, je crois qu'on n'a même pas attendu 5 ans. Nous avons géré la transition d'André Milonga a duré, je crois, une année. En 92, nous avons organisé les premières élections pluralistes dans ce pays. Et en 92-93, nous avons connu déjà les premières guerres civiles dans ce pays. Donc, autrement dit, le passage du mono, on n'a pas eu, je vais dire, on n'a pas eu le temps de bien faire cette mutation du monopartisme au multipartisme. Et le type, je me souviens à l'époque, le président de l'administration Rousseau avait dit, ce n'est pas les gens qui vont descendre, nous ne mettrons pas d'autres personnes. Les martiens. Mais vraiment pas. Mais ne pouvaient s'adapter à la nouvelle culture démocratique ou politique que ceux qui accepteraient comment on appelle ça, de se ranger aux règles de cette nouvelle culture politique qui était le multipartisme. Est-ce que, puisque quand vous quittez, excusez-moi, je finis par là pour dire que quand nous quittons le monopartisme, où le pouvoir, comme le disait à l'époque, était au bout des armes, ben on change de méthode d'acquisition du pouvoir. Le pouvoir était maintenant dans les urnes. Donc, cette mutation, en peu de temps, je crois que nous n'avons pas eu le temps de se préparer. Et jusqu'à ce jour, c'est vrai, ça fait déjà plus de 20 ans. Et je m'aperçois que nous pataugeons. Il s'aperçoit, M. Toungou, que nous pataugeons, nous les Congolais, les politiques, les institutionnels, les acteurs donc de cette démocratie. Alors, M. Sidouano, vous êtes un vrai politique, vous. Et qu'est-ce que vous pensez à ce sujet? Merci de m'accorder la parole. Je ne vais pas m'attarder sur les vicissitudes de la démocratie, c'est-à-dire que tout ce que nous avons connu partant de la période d'après la conférence nationale jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je ne suis pas non plus partisan de ceux qui disent que nous sommes un pays jeune en démocratie, parce que la démocratie, c'est d'abord un système de dévolution du pouvoir. Dès l'instant où vous avez choisi un mode de dévolution du pouvoir, que ce soit aujourd'hui, demain dans 10 jours, vous devez vous y conformer. Mais le problème, le véritable, à mon sens, de la démocratie au Congo, et là je vais citer quelqu'un qui m'a inspiré à faire la politique, c'est le professeur Pascal Lissouba. Il dit dans son discours d'investiture le 31 août 1992 que la conception de la démocratie peut apparaître comme un cadeau. Mais il ne s'agit pas d'un cadeau, c'est une culture. Or, toute culture est métissage. Ça veut dire quoi? Que nous avons choisi la démocratie, c'est bien, parce que c'est le meilleur système de dévolution du pouvoir qui met l'homme au centre. C'est lui-même qui choisit ses acteurs. Mais est-ce que nous avons pensé préalablement sur le modèle de démocratie à mettre dans notre pays? Parce que, je vais encore citer quelqu'un que j'affectionne beaucoup, c'est Horace qui le disait dans sa 4e ode, que les lois ne sont rien sans les mœurs, et les mœurs aussi ne sont rien sans les lois. Donc il faut que tout aille de pair. Nous avons voulu importer un système de dévolution du pouvoir chez nous, parce qu'avant c'était la pensée unique, c'était le mono, avec cette facilité d'embrigader tout le monde dans cette pensée unique. Il n'y avait pas de contestation, mais dès l'instant où nous choisissons un autre système de dévolution du pouvoir qui implique la compétition, naturellement, les mentalités devaient changer. Mais est-ce que ces mentalités ont suivi le changement? Donc c'est la véritable problématique que nous devons regarder. Et j'insiste pour dire que toute culture est métissage. C'est le professeur Pascal Lissouba qui l'a dit. Merci bien, toute culture est métissage. Ça, c'est Sidouane qui le dit en citant Pascal Lissouba. Monsieur Barapéa, à propos. Bon, d'abord, merci de m'associer à ce débat. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Effectivement, la démocratie, nous l'avons appropriée dans ce pays. D'abord, on a tenté l'assurance de 59, ça n'a pas marché. Même quand le président Yolo arrive au pouvoir, nous voyons que le multipartisme qui était déjà anesthésié. Parce que tous les leaders sont rentrés au gouvernement
surtout le gouvernement de 61, tous les leaders sont rentrés au gouvernement et finalement la démocratie a pris un coup. Lorsque nous arrivons en 90, vous avez vu que c'était une marche forcée. Parce que ceux qui étaient là ne voulaient pas entendre parler de démocratie. De toute manière, lorsque le vent a commencé, il y a eu des tendances. Par habitude. Il y a eu des tendances au sein du parti. Il y a ceux qui voulaient les réformes. Et il y a ceux qui ne voulaient pas de réformes. Ils sont allés même vite. Vous vous en souvenez déjà en 90, en 89, le congrès du PCT a siégé et puis ils ont donné un nouveau mandat au président qui devait aller jusqu'en 1994. Alors, finalement, nous arrivons en démocratie avec des acteurs qui sont partis du parti unique pour créer des autres partis. En réalité, ce sont des transfuges du PCT qui se sont retrouvés sur la scène politique à quelques exceptions près de ce qu'on a appelé les forces du changement. Même si, de mon point de vue, je ne les considère pas comme étant des exceptions parce que pour la plupart, ils ont milité dans les organes de jeunesse du PCT. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons eu le premier déclic. Houphouët-Boigny disait, la démocratie, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Et dès lors que vous partez d'un comportement monolithiste ou de parti unique pour un comportement démocratique, comme vous disait Houphouët-Boigny, il faut donc acquérir les arts et techniques de gouvernement et de conduite qui vont avec. Et démocratie donc implique un certain nombre des instruments qui l'accompagnent. Vous avez le pluralisme, vous avez la gouvernance, et puis vous avez une société civile forte. Or, lorsque nous observons que c'est ce même personnel politique qui est parti des années 60, qui arrive en 89, au sein du parti, il y a scission, il n'y a pas eu une reconversion, ou sinon une conversion idéologique majeure. Et finalement, on se retrouve dans ce que nous avons trouvé, puisque quand il y a eu les élections, quelques mois après, le manque de la culture démocratique chez les acteurs politiques nous a conduit vers la dérive de 1993. Et finalement, M. Tongo qui disait qu'on n'a pas eu le temps en 89, même si on donnait tout le temps à ces acteurs-là, ils ne pouvaient pas s'arrimer parce que c'est d'abord une culture. Et qu'est-ce que nous avons vu? On s'est rendu compte que cette direction poussée à la démocratisation par la force et la puissance occidentale, ils se sont en réalité devenus, comme on dit, les autocrates qui se sont mis à pasticher la démocratie. Et nous sommes rentrés dans le processus de démocratisation qui nous a conduit à déboucher l'organisation des élections libres, mais tout de suite on est replongé dans l'autoritarisme avec le processus du Soubat d'abord, et jusqu'à ce que nous nous sommes consolidés dans la tyrannie jusqu'à aujourd'hui. Et finalement la démocratie congolaise, si je me résume, nous sommes dans la démocratie de la danse mafia. C'est quoi la démocratie de la danse mafia? C'est cette démocratie-là où vous faites 2 pas en avant, 3 pas en arrière. En réalité, nous sommes passés de la démocratie à la démocrature. C'est-à-dire quoi? Un système qui est installé. Vous avez des concepts à vous, un système qui est installé où on organise les élections, certes régulièrement, mais les élections ne servent qu'à légitimer les gouvernants qui sont là. Et les élections ne sont pas soumises aux aléas d'une réelle compétition. Nous allons jouer à la gestion du temps. Alors, je vous ai tous écoutés. L'idéal de ce débat, en fait, l'esprit de ce débat, je voudrais en tout cas pédagogique. Il va, chers téléspectateurs, de la vie de notre démocratie, de sa vitalité. Vous avez vu un peu partout dans le monde, surtout au niveau de la sous-région, si vous prêtez attention même aux médias, et que d'autres pays revisitent leur démocratie, même les politiques revisitent leur démocratie, parce que quelque chose ne va pas. Or, comme je l'ai dit tantôt, ce sont les hommes qui sont les acteurs de cette démocratie. Et lorsque je suis votre développement, au centre vous placez l'homme. Et à vous entendre tout le monde d'ailleurs, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu conversion, en fait, je vous dis la conversion des anciens communistes, plutôt socialistes, que nous étions. Ça, il faut le reconnaître. Que nous étions parce que le régime se voulait de la sorte. Le régime se voulait unique, avec un parti unique, avec une idéologie unique. Et c'est avec l'avènement de la démocratie qu'on va prôner, donc le pluralisme. Et
Qui attendiez-vous, M. Barapéa, qui puisse manager cette démocratie si ce n'était pas ces mêmes acteurs? On ne devait pas créer des monstres ou des martiens, les faire descendre sur terre, ou encore prendre des noms politiques pour animer la démocratie. Qui attendiez-vous puisse animer cette démocratie? Alors, je veux citer un acteur majeur de la scène politique congolaise. Denis Sassou Nguesso disait que on ne peut pas amener à la démocratie un peuple analphabète. Or, la démocratie, effectivement, c'est une configuration autour de laquelle se trouvent le peuple et les gouvernants. Alors, qui on devait attendre? Nous devons attendre cela. Des gouvernants, parce que tout à l'heure j'ai parlé de la gouvernance. Un peu de mots, hein. Voilà, j'ai parlé de la gouvernance. La gouvernance intègre plusieurs paramètres. Lorsque nous sommes rentrés dans le processus de démocratisation, les populations, il y a deux types de responsabilités. La responsabilité des gouvernants d'abord, qui conduisent les conduites des individus et qui devaient s'arrimer donc à cette nouvelle exigence, c'est-à-dire quoi? Respecter les règles et les règles du jeu démocratique, parce que c'est un jeu. Vous pouvez perdre comme vous pouvez gagner. Et il y a des règles qui encadrent ce système de gouvernance. Or, ceux qui gouvernent n'ont pas respecté les règles du jeu. Je vous ai dit, les premiers remous qu'on a observés autour de la majorité parlementaire qui a conduit à l'éviction du gouvernement Bongo-Mara, et ça nous a amené jusqu'à ce que nous avons connu en 93-94 la guerre du Bakongo. Donc en réalité, c'est d'abord la responsabilité des gouvernants, et les gouvernants vont donc éduquer, insuffler cette dynamique aux gouvernés et à la population. Donc vous donnez donc vous dispatchez ces instruments de démocratie aux populations. Malheureusement, ce ne s'est pas fait. Et au lieu de partir de la démocratisation à la consolidation, nous sommes partis de la démocratisation à la restauration autoritaire. Donc les premiers responsables, c'est d'abord les gouvernants qui n'ont pas su se convertir à cette nouvelle donne ou cette nouvelle exigence qui était la démocratie. Ok, mais on dit souvent, même en littérature, en philosophie plus précisément, on ne peut pas connaître au-delà de ce qu'on a appris. On peut connaître que ce qu'on a appris. Et je vois la conférence nationale arriver, à côté vous avez les politiques qui se baignaient dans une idéologie. Et un peuple également qui était dans cette idéologie. Bon, comment devait se faire la transmission et surtout par qui de cette culture démocratique? Déjà, nous avions des programmes scolaires bâtis sous l'image de notre idéologie de l'époque. Vous vous souvenez, vous étiez des pionniers. Alors, mais comment devait se passer cette transmission? Ou est-ce le politique, monsieur Sidoine, est-ce de la responsabilité du politique de transmettre cette idéologie, ou il est du ressort des penseurs congolais par exemple? Voilà toute la question. Ok, mais avant toute chose, je regrette que sur le plateau, nous n'ayons pas un membre de la majorité, et précisément un cadre du PCT, parce que c'est en fait à lui que je devais m'adresser pour répondre à mon frère de gauche. Et il a dit que le président Lissouba aurait installé une sorte de totalitarisme. Excusez-moi. Bon, je lui laisse la responsabilité de ses propos. Mais moi, je crois que quand vous gagnez l'élection, vous n'êtes pas suffisamment fou pour encore détruire votre propre pouvoir. Le président Lissouba a gagné les élections. Et ce sont les mauvais perdants qui ont commencé à lui mettre les bâtons dans les roues, effectivement, pour l'empêcher d'avancer. Or, lorsque la démocratie que nous avons instituée dans notre pays en 91-92 naît dans le conflit, dans un espace conflictuel, nécessairement, ça bascule à la dérive. Déjà que l'État était déliquescent, il n'y avait personne pour assurer l'autorité de l'État. Parce que, bon, aussitôt, on a commencé à ériger des barricades, on a commencé... Bon, je ne reviens pas sur ce débat parce que... Vous n'allez pas faire le procès, ce procès. Oui. Restons dans la pensée démocratique. Bien sûr, parce qu'il a évoqué la question. Oui. Il dit que ça pourrait être l'objet de notre débat. Je suis disponible pour ça. Merci, merci. Mais, je convoquerai ce débat. Mais
pour revenir à l'essentiel, la démocratie a chaviré simplement parce que les mauvais perdants n'ont pas accepté d'être à l'endroit où ils étaient mis. Du coup, l'État a perdu ses attributs. Du coup, il y a eu des groupuscules. Et aussitôt, vous voyez que c'est comme un effet d'entraînement qui nous a conduits jusqu'à d'autres événements malheureux, 97, 98, 99, jusqu'à même au-delà. Donc 2003, la contestation des élections de 2016. Ouais. Donc c'était un processus déjà raté. Mais du fait de l'homme, de l'acteur politique, ce n'est pas de la population, de l'acteur politique, mauvais perdant, qui a commencé à manipuler l'opinion. Mais sinon, la démocratie en tant que système, c'est le meilleur choix. Parce que c'est le peuple lui-même qui s'est choisi ses dirigeants. Mais il n'est pas trop tard. On peut toujours revenir à la case de départ et faire un examen de conscience, nous asseoir et discuter, peut-être pour trouver la ligne de démarcation entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Parce que le vrai problème de la démocratie, disons-le aujourd'hui au Congo, c'est que si moi j'étais au pouvoir et demain je n'y suis plus, je nourris une certaine rancœur, une certaine haine. Voilà pourquoi j'ai dit tantôt que la démocratie est une culture et la culture est un métissage. Si nous pouvons parvenir à trouver l'idéal démocratique qui convienne à notre société, ça nous épargnerait des guerres à répétition, des coups d'État et de tout ce que vous savez de négatif. Mais lorsque je l'entends, il analyse la question, il projette l'avenir, il projette un État, il projette une démocratie. C'est vrai, c'est un idéal qui devait prendre en compte nos mœurs, qui devait tenir compte de notre mauvaise expérience, si je le suis bien, pour pallier à tout cela. Monsieur Toun, honnêtement, est-ce possible d'emmener cela au Congo en connaissance du caractère ou du type d'homme politique congolais à tous les niveaux? Est-ce que cela est possible? Et là, je suis dans la culture démocratique. Oui, M. Kilas, vous êtes dans la culture démocratique, mais je voudrais quand même relever une chose. Oui. Vous savez, quand vous êtes sur une chaîne comme DRTV, et vous parlez de votre propre pays, je crois que nous devons choisir les mots. On ne va pas jouer à l'amalgame aussi. Et quand j'entends... On ne va pas jouer à l'amalgame parce que la démocratie est universelle. Je vous en prie. Je vous en prie. Si nous trichons avec les choses, alors nous calvaudons la démocratie. Je crois que tricher n'est pas ma volonté. Tricher n'est pas dans ma volonté. Vous êtes des politiques. Hein? Oui, mais je voulais tout simplement dire à M. Payak que... Non, je crois que le Congo avance. Oui. C'est vrai. Il y a ceux qui pensent, souvent des vendeurs d'illusions, qu'on a tour de main, tout va marcher. Je crois qu'à mon avis, et tout à l'heure j'ai suivi le premier jour de l'UPADES, vous cherchez à revenir sur les mauvais moments que ce pays a connus. Non, je crois que comme vous avez su le dire, M. Kilas, nous n'allons plus revenir là-dessus. Parce que si c'est une émission spéciale, on peut peut-être prendre la parole, c'est vrai qu'il n'y a pas quelqu'un de la majorité ici, pour essayer de voir d'où est parti le problème. Et c'est le même comportement qui continue jusqu'à ce jour. Le problème de l'homme politique congolais, c'est le respect des textes. Parce que quand on nous parle du gouvernement de Bongo Noir, pas son âme, mais tout part d'où? De la mauvaise interprétation des textes par l'UPADES. Du fameux article 75, si je ne me trompe. Et jusqu'à ce jour, qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que nous avons tendance, nous les hommes politiques, à tirer dans un même document les parties qui nous arrangent, les articles qui m'arrangent, et ce qui ne m'arrange pas, c'est comme si ces articles n'existaient pas dans ce document-là. Pour quelle fin? Pour quelle fin? Mais justement, parce que, cette affaire de la culture démocratique, nous ne sommes pas encore, est-ce qu'il faut dire mûrs, ou nous faisons exprès? Mais je crois que nous faisons exprès. Paresseux, quoi? Non, peut-être pas paresseux. Puisque nous savons que ce que nous sommes en train de faire là va conduire le peuple vers un chemin pas trop bien. Mais quand même, nous nous permettons, quand je parle de nous, mais les hommes politiques, l'individu. Voilà. L'individu. Et voilà pourquoi je suis d'accord avec Karl Barth qui dit qu'au centre de tout, c'est l'homme. Parce qu'il n'y a que l'homme qui peut dire ce que dit. Où est-ce que nous voulons mener notre pays? Mais est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir comme on a l'habitude de le faire et regarder dans chaque état-major politique? Nous avons notre guide qui est la Constitution. Que dit la Constitution par rapport à ceci? Que dit la Constitution par rapport à la gestion des partis politiques? Que dit la Constitution par rapport
aux acteurs politiques. Nous avons des différentes lois. En ce qui concerne les partis politiques, nous avons une loi sur les partis politiques. Que dit ce texte-là? Mais tant que nous, et surtout les intellectuels congolais, ne prendrons pas tout leur temps de penser d'abord république, parce que le vrai problème chez nous, c'est que difficile sans ces cadres politiques qui pensent Congo. Difficile. Et c'est comme le dit le premier chef de l'UPADES tout à l'heure, c'est quand on arrive aux affaires, on pense que bon, le meilleur c'est moi. Et ce qui perd, au lieu de s'adapter justement, tout ce que nous sommes en train de tourner autour du mot culture démocratique, au lieu de s'adapter à cette culture démocratique qui consiste à dire que quand on organise une élection, il y a un perdant et il y a un gagnant. Chez nous en Afrique, souvent, le perdant, notamment ceux de l'opposition, crie déjà aux fraudes avant même que les résultats soient publiés. Il trouve déjà la fraude. Alors qu'en ce qui concerne le système congolais, je peux me permettre de dire que je suis de ceux qui organisent les élections, de la coordination de la CENI jusqu'au bureau de vote. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Donc si problème il y a... Vous risquez d'engager un débat. Si problème il y a, je vous en prie, si problème il y a au niveau des élections, c'est pas parce que la loi est mauvaise, mais parce que peut-être que les hommes que nous utilisons. Donc, le problème, pour me résumer, se situe au niveau de l'homme. C'est à l'homme de faire un effort pour aimer son pays, aimer le Congo, appliquer les tests en vigueur. Nous avons la Constitution qui est le test fondamental et nous avons d'autres lois qui accompagnent la Constitution. Est-ce que, effectivement, nous sommes en train d'examiner la question de la culture? Tous vous êtes plongés là-dedans. Mais soyons concrets, soyons effectifs, regardons bien, cette fois-ci, le fonctionnement de nos institutions. Pour toucher du doigt la chose. Sinon, on risque de faire du penseur. Alors, comment fonctionnent nos partis politiques? Est-ce qu'on peut trouver de la culture démocratique dans notre parti? Autrement dit, la manière de fonctionner de nos partis politiques et des acteurs peut nous inspirer la culture démocratique. Est-ce qu'on peut la lire dans nos partis politiques? Je ne sais pas qui va répondre. Oui. Bon, mais merci. Une façon de dire, est-ce que nos partis, parce que quand je dis nos partis, excusez-moi, j'ai l'opposition, la majorité présidentielle, le centre. Ce sont nos partis, j'insiste bien. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans parti politique. Il n'y a pas de démocratie sans opposition. Ce sont nos partis. Mettre à place ces partis, c'est tuer la démocratie. Est-ce que ces partis ont des brins? La culture fonctionne selon le code de la culture démocratique. Bon, comme j'avais déjà demandé la parole, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Je ne peux parler que de ce que moi je connais. Ce que moi je vous connaissez le Congo aussi. Hein. Ah oui, mais je ne connais pas l'organisation interne des passagers. On va parler du général. Avec lesquels vous affrontez, donc vous êtes... Bien sûr, mais on ne va pas parler des généralités. Ouais, je vais d'abord parler de ce que moi je connais. Ouais. Dans mon parti politique, la dévolution du pouvoir se passe par élection. C'est-à-dire que le premier secrétaire de l'UPADES est voté par le corps électoral que sont les congressistes. Et en 2013, vous êtes des journalistes, vous avez suivi, en 2013, c'est devant huissier de justice que l'élection s'est déroulée, les résultats dépouillés en public. Moi-même qui vous parle, je suis président de la JUPADES, pas nommé. Nous étions au départ une dizaine de jeunes. Bon, il y en a parce qu'il fallait tenir compte aussi des critères d'éligibilité. Il y en a qui ont été écartés par la direction du parti pour qu'ils apprennent encore. Mais au moins nous sommes allés à deux à une élection avec un jeune camarade très dynamique, d'ailleurs, qui est membre du bureau. Mais je ne vous retire pas la parole. Oui. Les élections en Afrique, dans la sous-région, c'est comment ça se fait. L'élection est déjà faite même avant. Et c'est juste... le spectacle qu'on nous présente, parce qu'on vous voit les politiques dans les couloirs. C'est ça l'erreur. Est-ce qu'un travail de soubassement n'a pas été déjà fait? C'est ça l'erreur que nous commettons. Voilà. C'est vrai. C'est vous qui nous présentez ça. Bien Moi, sûr. je suis un électeur. Bien sûr. Voilà. Mais vous savez, vous battez campagne, non? Oui. Quand vous allez à une élection. Mes camarades qui étaient candidats ont battu campagne. En 2013, pour prendre le cas du premier secrétaire, son adversaire, son challenger, c'était notre ancien camarade, Kinumbi Kiambungu, qui a aussi battu campagne, démocratiquement. Vous voyez? Donc chacun vient avec... Et que vous avez chassé après?
Bon, je ne rentre pas dans ce débat parce que je suis là pour parler des choses sensées. Okay. Personne n'a chassé personne. Maintenant, si vous voulez m'inviter sur votre plateau avec les amis de ce côté-là, un jour on viendra. Merci. Mais pour revenir à ce qui est essentiel, les partis politiques doivent refléter effectivement la culture démocratique. En quoi faisant? Mais on n'impose pas les choix. On n'impose pas les choix d'un dirigeant. Vous voulez parler des primaires? Bien sûr, il faut qu'il y ait des primaires là où il y a plusieurs candidats, ou bien, à moins qu'il soit un candidat unique, hein, dans le cadre, par exemple, du management politique de leur parti. Mais de façon plus précise, au Congo, on est encore dans les moules du monopartisme, de façon précise, et je pèse bien mes mots. On est encore dans les moules du monopartisme. Ça veut dire quoi? Si moi j'ai une partielle d'autorité de pouvoir, je vais accomplir mes desseins politiques, j'utilise un noyau qui va me servir de base. Et puisque c'est moi qui finance, c'est l'une des causes d'ailleurs de l'échec de la démocratie. La démocratie congolaise n'est pas financée. Si l'argent provient des poches d'un individu, et bien sûr qu'il va avoir la maîtrise de l'appareil qui sera mis en place. Si par contre on faisait comme ailleurs, les militants se retrouvaient, faisaient des cotisations et tout, à ce moment ils s'approprient leur propre instrument. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Oui, mais monsieur Ibarra. Bon, mais lorsque vous regardez le fonctionnement de nos partis politiques et les acteurs plus précisément, parce qu'il n'y a pas fonctionnement sans eux. Il faut dire que c'est difficile de constater que en tant qu'observateur, de dire que ces partis sont régis par, fonctionnent selon les règles démocratiques à l'intérieur. Le défaut que les gens font, l'erreur que les gens font, c'est quoi? C'est que, surtout dans notre pays, on conçoit les partis politiques comme des propriétés privées, comme des biens privés. Et il y a donc ce processus de patrimonialisation des partis politiques. Lorsque vous regardez les partis politiques, vous prenez le RDD, vous prenez le PCT, encore que le PCT, celui qui n'est pas son créateur, mais la caporalisation est bien claire. Vous prenez l'UPADES, le RDPS, c'est-à-dire ce sont les partis politiques, sont en réalité des entreprises familiales. Ce sont des entreprises familiales. Parce qu'à l'intérieur de ces partis, la démocratie s'exprime avec beaucoup de pesanteur. Prenez l'exemple, mon frère a parlé de l'UPADES. Mais je n'ai jamais vu l'UPADES organiser les primaires lors des élections présidentielles. Peut-être qu'il est allé 2010. Ah si, j'ai oublié. Si, en 2009. En 2009, en 2009, il y a eu une dénonciation d'un des candidats qui, après, il s'est présenté pour dire que l'élection était une mascarade. Non, mauvais perdant, tout simplement. Alors, ne vous focalisez pas sur l'UPADES. Je voulais que vous fassiez une analyse que de se focaliser, parce que nous sommes en train de lire les partis politiques. Si vous focalisez sur ça, ça veut dire que je vous ai donné l'information, la vraie. Ça va nous faire gagner du temps. Vous prenez le PCT, c'est le président du parti qui est le candidat naturel. Vous prenez le MCDI, c'est le président du parti qui est le candidat naturel. Vous prenez l'UDR Mwinda, quand ce président fondateur était encore là, c'est le président fondateur qui est le candidat naturel. Donc, dans cette configuration, la démocratie ne s'exprime pas à la base, même lors des élections législatives. Rarement on a organisé les primaires dans les circonscriptions, au sein des partis politiques pour désigner quel sera le candidat qui sera dans telle ou telle circonscription électorale. Donc ça se décide de manière autoritaire. C'est ce qu'on appelle le mode non démocratique de sélection. Vous prenez, au PCT, on a institué ce qu'ils ont appelé la commission de des investitures, si je ne me trompe pas. Mais regardez comment ça fonctionne. Eux-mêmes, les acteurs de ce parti ne cessent de le dénoncer. Parce que lorsque vous faites, c'est le chef de... C'est la loi, leur texte. C'est ce que je suis en train de dire. Mais ça crée donc ça crée donc de frustration. C'est légal. Mais oui, ce sont des organisations privées qui ont leur façon de s'organiser. Nous analysons le fonctionnement pour l'arrimer à la démocratie. C'est ça le problème. Moi, je ne me mise pas dans le fonctionnement des partis politiques. Je regarde comment ça fonctionne. Ça, c'est le 1. Deuxième chose, vous allez voir, au sein de ces partis,
le parti repose sur le président du parti, le chef du parti. Mais c'est pas anodin. Et la base est ethnique. C'est pas anodin. Avant d'arriver là, c'est pas anodin. C'est parce que il y a ce processus de patrimonialisation et d'enrégimentation. On fait du parti sa chose. Or, lorsque vous lisez les textes des partis politiques, ils disent que le parti politique fonctionne selon les fonds proviennent des cotisations des membres, les fonds proviennent des dons et legs. Pour certains partis, les fonds proviennent des unités de production. Et même au PST, c'est bien clair. Mais lorsque vous regardez dans le fonds, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'unité de production. Mais vous mettez l'accent sur l'État, que l'État doit financer les partis politiques. Je suis d'accord, je conviens, dans la démocratie, l'État finance les partis politiques. Mais l'État finance les partis politiques à hauteur de combien? Quel est le pourcentage? Et pour que vous ayez un morceau costaud, pour dire ce que pour le citer, il faut faire le résultat. Il faut faire, non, vous devez faire le résultat électoral. Le PCT, par exemple, entre 2012 et 2014, bénéficiait de 600 millions de francs CFA en termes de financement des partis politiques par rapport à son poids électoral. Vous voyez? Donc ça veut dire que le financement des partis politiques est bien là. Sauf que pour bénéficier de ce financement, vous devez avoir un poids politique. Le poids politique se lit à travers vos résultats électoraux. Est-ce que le Or, vous allez voir que les partis politiques qui sont à l'opposition ou autres auront du mal à bénéficier de ces financements parce qu'il y a un problème qui est d'abord lié à l'organisation des élections. Donc, si ce problème n'est pas réglé en amont, vous ne pouvez pas bénéficier d'un financement conséquent des partis politiques à partir du moment où ce financement est conditionné par vos résultats électoraux. Et l'organisation des élections est biaisée. Donc vous allez voir que c'est toute une configuration. Mais de manière générale, moi je ne pense pas que le parti politique au Congo applique la démocratie à l'interne. D'ailleurs, la raison est claire. Ils sont tous sortis du mot du parti unique. Et en 92 et en 91, il y a eu une multiplication des partis uniques qui a permis de créer, vous prenez l'UPADES, ce sont les auteurs du PCD. Moi, je pense que c'est pas une fatalité. Lorsqu'on sort d'un régime, on a connu l'histoire des États du monde. Hein. Il y a des États. Aujourd'hui, vous avez l'Allemagne aujourd'hui qui est un modèle en démocratie. Mais lorsqu'on vous parle de l'Allemagne d'hier, c'est pas cette Allemagne que vous avez aujourd'hui. Il y a eu une conversion. Oui. Il y a eu une conversion aussi bien idéologique que culturelle. C'est pas ce qui se passe ici. C'est-à-dire le comportement que nous décrions au niveau de l'État, c'est le même comportement qu'on reproduit au sein des partis politiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acteurs qui animent nos partis politiques n'ont pas fait une mue pour partir de cet État autoritariste pour arriver à l'État démocratique. Je vais jeter sur une minute. N'ouvrez pas trop de brèches. Vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure du retour à l'autoritarisme. C'était pour montrer quoi? Lorsque le professeur de Souba, qui a été élu démocratiquement, arrive au pouvoir, là-bas, il n'a pas gagné seul, il a gagné avec ses amis. Et c'est une affaire privée qui a mené le pays dans le pétrin. Une affaire privée entre deux partis politiques, le PCT et l'UPADES, qui ont leurs accords là-bas, ils ont leurs accords de gouvernement, ils ne se sont pas entendus. Pour le respect de la distribution des rentes politiques. Il faut comprendre ça. Il faut dire ça à nos jeunes, qu'ils comprennent que le problème entre Sassou et Souba, c'était une affaire privée. Attendez, non, vous réveillez là. Je serai obligé, avec votre permission. Je demande juste la parole pour deux choses. Pour deux choses. Parce que vous tapez sur l'UPADES. Le monsieur du PCT n'est pas ici. Celui de l'UPADES est là, malheureusement. Non, j'ai trompé, on va gagner le temps. Bien sûr, dès l'instant où vous parlez de l'UPADES, moi je suis là, je ne peux pas laisser passer les choses. Déjà, je reviens sur le financement. Rapidement, je dis la loi organique portant création, conditions de création, d'existence et les modalités de financement des partis politiques existent et elle est claire. Il faut la lire. C'est parce qu'on n'a pas de temps, je pouvais la tirer quelque part. La loi dit, dès l'instant où vous avez des élus au Parlement, dès l'instant où vous avez des élus locaux,
Dès l'instant où vous êtes représenté dans les municipalités, il y a un pourcentage. Et je suis d'accord avec lui, mais qui ne me disent pas que c'est conditionné à, je sais pas moi, à quoi. Nous bénéficions. Mais bien sûr. Voilà. Mais parce que vous dites ce qui n'est pas juste. Non, que c'est la même chose. Non, il dit que les partis ne sont plus financés parce qu'ils n'ont pas de score. Non, bien sûr, c'est ce que vous avez dit. Non, j'ai pas dit ça. Depuis 2014, j'ai insisté dès le départ pour dire que les partis politiques ne sont plus financés. Et lorsque les partis politiques ne sont pas financés, ce n'est pas un état de démocratie parce qu'il ne fait pas la promotion de la lutte ou de la compétition électorale. De un. De deux, sur l'UPADES et le PCT, je vous ai dit, et avec votre permission, j'insiste, trouvez une émission spéciale. Je viendrai à cette émission avec soit lui, soit quelqu'un du PCT et nous allons parler. Le jeune Gavé. D'accord, je suis tout à fait d'accord. Alors, monsieur Outoumi, voilà, le temps toujours. Je dis le temps. Nous tous nous sommes appelés à bien gérer le temps pour atteindre le but de notre émission. Alors, nos partis politiques et les acteurs, est-ce que ces partis travaillent pour l'accompagnement ou bien l'éclosion de notre démocratie? Qu'est-ce que vous relevez au sein de ces partis en quelques mots? Parce que lorsque vous parlez de... Non, monsieur Kilas, je crois que, à mon avis, c'est là où devrait être le débat. Naturellement. C'est là où devrait être le débat. Et je me reposais la question, pour ne pas dire que je vous pose la question, je me reposais la question de savoir, est-ce qu'au Congo, nous avons des partis politiques? Le problème du Congo, c'est d'abord à ce niveau. Et je vous en prie, je peux évoluer? Allez-y. Quand nous avons enlevé le PCT, qui était parti unique, et qui a hérité de certains avantages, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le parti le mieux implanté dans tout notre pays. Mais les autres partis, je peux me permettre de dire, c'est des gens qui se retrouvaient autour d'un homme. Quand nous parlons de PADES, parce que le Souba a ventilé un rêve. Et certains Congolais ont couru en Souba. Il y a eu le PADES. La preuve aujourd'hui, personne ne peut me dire le contraire. Le PADES, je peux peut-être pas dire que ça n'existe plus, mais elle est ce que nous connaissons. Nous prenons MCDDI. Une partie des Congolais a cru à Batan Kolela, après sa disparition. C'est le cas à l'UFD, les gens ont cru à Ghana. Tous nous savons ce qui s'est passé. Moi qui vous parle, je suis au comité directeur de l'UDR Mwinde avec des Bassaïs là. Après la mort de Milongo, l'UDR Mwinde aujourd'hui où? Donc en dehors du PCT, je disais tout à l'heure, qui a bénéficié justement du fait qu'il soit le parti unique à l'époque, certains camarades sont restés fidèles et à Mariam Wabi et à ce qu'ils appellent le conciliateur, je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent, le fidèle conciliateur, le président Denis Sassou Nguesso, qui est là jusqu'à ce jour. Les autres partis sont constitués autour d'un homme. Et chaque fois quand cet homme disparaît, le parti, il va avec son parti. Maintenant, en ce qui concerne le fonctionnement, il faut l'avouer aujourd'hui que nous avons un réel problème parce que nous n'adhérons pas à un parti par rapport à l'idéologie. Voilà. Mais nous adhérons parce que les lunettes que porte M. Kilas, ça m'intéresse. Et je veux peut-être que demain, Kilas m'acceptera les lunettes comme les siennes. Sinon, tous ceux qui ont quitté le PCT hier, si c'est un problème d'idéologie, mais le PADES ne doit pas exister. Tous les deux, vous prenez le PCT, vous prenez le PADES. Vous prenez, je crois, encore bien d'autres partis qui se réclament de la social-démocratie. Mais aujourd'hui, le PCT au pouvoir, le PADES à l'opposition. Comme en 92, le PCT, le PADES au pouvoir, le PCT. Comment expliquer cela? Vous prenez aujourd'hui le MCDDI. Le Parti libéral. Qui se réclame de la majorité avec le PCT. Mais en ce moment-là, voilà pourquoi j'ai dit la question que nous devons d'abord nous demander, est-ce que chez nous, nous avons des partis politiques? Et j'ai répondu moi en disant que non, je peux me permettre de dire non, nous nous retrouvons autour d'un homme qui vient avec un certain, pour plusieurs raisons, qui peut venir avec un certain nombre d'idées comme Passage du Souba à l'époque, pour M. Bernard Koléda à l'époque, nous savons pourquoi. Une bonne partie de poules s'est alignée derrière, et il y a les Tini, ce sont des collègues de classe, voilà un peu ce que constitue. C'est ça qui favorise le repli identitaire. Le repli identitaire. Et gérer comme ça veut dire que tous les partis politiques au Congo, nous tombons justement dans ce piège comment je vais dire, dans le piège de la non-démocratie au Congo. Parce que quand nous estimons à travers les ténés, à travers le village, à travers la famille, mais ce n'est pas la démocratie. Les autres, quand vous regardez
quand on parle de la droite, quand on parle de la gauche, mais justement parce qu'on parle d'ethnie, d'idéologie. Et par rapport à une idéologie, d'accord, le PCT. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que justifie l'adhésion en masse de certains partis politiques au PCT? Nous étions la personne de donner Sassou Nguesso aujourd'hui qui aux affaires, la fusion. On le voit. Hier, ceux qui ont quitté le PCT, on le voit repartir là. Mais vous pensez que si M. Denis Sassou Nguesso n'était pas aux affaires, il devrait avoir ces adhésions-là. Hier, quand les mêmes ont vu le PCT perdre le pouvoir, mais on claque la porte au PCT pour aller créer des autres partis. Donc c'est pour dire que le thème est tellement important comme on a dit, on devrait prendre tout le temps, absolument. On devrait focaliser nos analyses là-dessus pour savoir d'abord est-ce que réellement nous avons des partis politiques au Congo. Sur quoi doit être créé un parti politique? Nous avons la loi tout à l'heure. Le président de la Jupadias l'a dit. Nous avons la loi sur les partis politiques. Que dit cette loi? Nous devrons examiner cette loi. Et tout à l'heure, je réagissais pour dire que ce soit le premier jour de l'UPADES, que ce soit M. Peya, il parle le même langage. Parce que la loi, ce qui concerne le financement, dit ne peut bénéficier du financement que des partis qui ont des élus. Et le montant varie par rapport à votre poids électoral. Alors, merci bien mon frère. Monsieur Sidoine, vous êtes politique. Et quelle lecture faites-vous de l'engloutissement de certains partis au sein du Parti congolais du travail? Vous êtes politique. D'accord, je vois le problème à deux niveaux. Oui. Premièrement, niveau légal. Deuxièmement, niveau éthique, donc politique. Au niveau légal, que vous fassiez une lecture combinée de la Constitution et de la loi sur les partis politiques, la fusion est autorisée. La fusion est autorisée. Mais le problème qui se pose, c'est le sort du mandat qui a été confié à un leader politique qui a été élu sous le label d'un parti politique. Ça, c'est maintenant le côté éthique, donc politique. C'est une perte de confiance énorme qui peut s'apparenter à une escroquerie. Parce que vous venez chez moi, ou par devant moi, vous me proposez votre offre politique, je peux adhérer. Mais 2 jours après, j'apprends que, bon, non, l'idéal pour lequel je suis engagé à faire la politique n'existe pas, parce qu'il serait certainement mal conçu, et que je dois, comme un mouton, être reversé dans un autre politique. Là, il y a un véritable problème. Mais c'est vrai qu'il y a un vide juridique. En ce qui concerne cette situation des fusions, si le leader il démissionne de son parti alors qu'il a un mandat, à ce moment il perd le mandat. Mais si le leader fusionne avec un autre parti politique, eh bien, il y a un vide juridique là-dessus. Malheureusement, les adeptes, ou excusez-moi, les militants de ces partis n'ont que leurs yeux pour pleurer. Il nous reste 2 minutes, on me signale. Alors, comment faire? Mais c'est vous, j'ai toujours dit c'est vous. On va droit au but, vous ouvrez des parenthèses et vous vous laissez emporter après, ça ne fait pas du temps. Alors, malheureusement, la question que je pourrais poser à Barapeya, alors, la fusion de ces partis peut-elle présenter des conséquences dans l'avenir en matière de démocratie congolaise? Bon, il faut rappeler que nous reviendrons sur ce débat. D'accord. La première partie de la question a été... En quelques minutes, s'il vous plaît, on a les deux. La question des élus, la loi n'en parle pas. Mais le problème là, je vois ça à 2 niveaux. Premièrement, la fusion, je peux interpréter ça comme le parti qui avait créé ce satellite et à un certain moment, il se rend compte du poids du financement, d'assurer la survie de ce satellite, demande à ce dernier de se fondre en son sein. Nous en avons vu d'ailleurs en 2011, avant le congrès. La deuxième chose, c'est aussi relatif au congrès qui pointe à l'horizon. Il faut créer le nombre. Parce que je pense que le congrès du PCT qui est en vue, c'est un congrès qui sera décisif. Même si on ne le voit pas comme ça venir, les choses de venir, mais c'est un congrès. Vous ne faites pas croire ça. En tout cas, je suis en train de regarder ce qui pointe à... Non, si vous regardez les interactions qui se font, les pugilas qui ont eu lieu avant le congrès, vous avez vu, il y avait d'abord 2 camps. 1 minute, mon frère. Il y avait d'abord 2 camps. Donc, dans ces conditions-là, il y a un camp qui veut créer le nombre. Et je pense que tout cela est lié à l'organisation du congrès. Maintenant, les conséquences, c'est que nous rentrons dans le post-monopolisme, c'est-à-dire le refus d'abandonner l'esprit du parti unique. On continue à pratiquer le multipartisme dans le parti unique, dans un pluralisme truqué. C'est ça, malheureusement, vous avez des acteurs qui n'ont pas de conviction, qui n'ont pas d'ambition, qui créent des partis politiques sur la base alimentaire. Et finalement, c'est déplorable pour notre démocratie. En tout cas,
cas, c'est promis vraiment, c'est promis parce que c'est des questions très, très capitales, très importantes pour l'avancement de notre démocratie. Et nous disons sur ce plateau de Mag le Bazar que tout ce que les politiques nous donnent, nous les mettons sur la table pour les creuser. Et je vous promets les trois, nous devons revenir sur ce débat parce que moi-même je le sens inachevé. C'est un débat très vaste. Alors, nous allons prochainement aborder aussi l'action de nos élus au niveau des institutions, l'Assemblée, le Parlement. Partout il y a des institutions. Est-ce que ces démocrates, ces messieurs également, répondent aux attentes de la démocratie congolaise? Fonctionnent-ils par rapport au code démocratique? Voilà des vraies questions. Et ça, vraiment, pour l'émission prochaine, nous allons enregistrer les trois. Maintenant, pour ceux-là qui pensent qu'ils peuvent participer à ce débat, je l'ai dit tantôt, ceux qui sont à Paris désormais peuvent participer par vidéo. Mais allez sur la toile, essayez de lire Le Mur de Mag le Bazar. Vous trouverez là le thème déjà annoncé et vous pouvez déjà participer en nous envoyant votre vidéo. Pointe Noire d'Olysée Ouesso, idem, Kaï, idem, vous nous appelez trop pour cela. Alors pour terminer rapidement à chacun, alors c'est trop osé, c'est trop osé. Quelqu'un a dit ici qu'un Congolais avait dit ceci, que la démocratie se veut un système, je crois bien, des intellectuels, pas des analphabètes. On va la faire à des analphabètes. Alors, que faut-il faire? Donc, quel acteur pour notre démocratie? Quel type d'acteur? Voilà, rapidement, qui prend la parole? Rapidement, le type d'acteur, c'est que ça doit être des personnes qui sont appelées, c'est-à-dire que c'est des vocations. Vous voyez, quand vous faites quelque chose par vocation, vous ne mettez pas le matériel avant. Mais aujourd'hui, c'est la ruée vers l'or. Et donc, prochainement, comme on n'a plus du temps, nous allons approfondir la question. Mais j'ai dit, il faut que ce soit des gens qui ont une vocation pour servir les autres. Rapidement. Moi, je pense qu'il faut mettre l'accent sur la formation. Il faut, je parle de la gouvernance, il faut intégrer et les intellectuels et les hommes politiques et tout ce monde-là. Mais il faudrait que les politiques, les hommes politiques soient formés par rapport à leur idéologie propre du parti, et puis soient formés par rapport aux valeurs républicaines. C'est quoi l'État? C'est quoi la République? Sans cela, sans le code de la République, au service des élus, au service des hommes politiques, au service des gouvernants, nous allons patauger tout au long de cette histoire. Monsieur Otungu, enfin. Oh, quel type d'homme politique? Je crois que je vais plutôt m'appesantir en quelques secondes sur la responsabilité de l'État. La démocratie se finance. Et on ne peut pas accepter que plus de 5 ans aujourd'hui, même les partis qui ont des élus ne sont pas financés. Or là, c'est déjà un frein grave à notre jeune démocratie. Merci beaucoup. Quand j'entends mes invités, ça me laisse penser à Platon, qui pense qu'il faut faire des rois philosophes ou des philosophes rois. Autrement dit, il faut faire, cette fois-ci, quand on parle de formation, il faut transformer nos politiques en sachants, ou faire des sachants des politiques. C'est un grand travail que les grandes nations démocratiques ont eu à faire à l'époque dans le cheminement de l'histoire de leur nation. Merci de m'avoir reçu chez vous. J'avais reçu M. Otungu. Il est en tout cas politique du centre. J'ai reçu M. Sigan, que vous connaissez bien. C'est le patron de la jeunesse de l'UPADES. Non, le président, pas le patron. Le président, permettez-moi. Et de l'autre côté, j'ai reçu Ebara Peya, le politologue du Congo-Brazzaville. Au revoir chez vous. À la prochaine fois, faites-moi des suggestions sur le mur Mag Bazar. Au revoir.